stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du podcast avec Loïc Moreau sur le mercato idéal. On va finir sur les attaquants et on va faire un bilan de notre mercato idéal. Petit disclaimer, le podcast a été tourné dans son entièreté le 16 juin, donc il est possible que certains avis, certaines positions aient pu évoluer, mais en tout cas vous avez notre avis à ce moment-là et c'est le plus important, profitez du podcast. Et du coup, on passe au secteur qui va être assez peut-être cher, où il va falloir poser pas mal de sous, le secteur de l'attaque. L'attaque, la saison prochaine, est pour le moment composée de Lautaro Martinez, fin de contrat en 2029, plus grosse impact sur le bilan, puisque c'est 17 millions et demi. Marcus Thuram, fin de contrat en 2028, Mehdi Taremi, fin de contrat en 2027. Avec un contrat à 5 millions d'euros et demi par saison. Pio Esposito qui revient de près de la Piazza. Sebastiano Esposito qui revient de près de Empoli en fin de contrat en 2026. Valentin Carboni, fin de contrat en 2029, qui revient des ligaments croisés après sa saison à l'OM. Eddie Salcedo qui revient de près après sa saison je ne sais plus où. Et Giacomo De Pieri qui est en Primavera et qui lui aussi, son agent aimerait le prêter hors U23 pour la saison prochaine. Alors le secteur offensif, c'était le deuxième plus gros secteur pour toi Loïc. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ce secteur? Qui part, qui reste, qui est vendu, qui est dégagé, qui est-ce qu'il faut envoyer à la catapulte? Alors écoute, à la catapulte, c'est bon, c'est fait, c'était Arnautovic et Correa, maintenant on est débarrassé. Bon, pour moi, il y en a un autre dont il faut se débarrasser, c'est Mehdi Taremi, hein. Pour moi, c'est évident. J'avoue que en début de saison dernière, quand l'annonce de sa signature libre en provenance de Porto a été officialisée, j'étais ravi parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, que je trouvais vraiment très impliqué dans les tâches défensives à Porto. Il avait été plusieurs années sous Conceição. Je me disais que ça allait être le match parfait entre guillemets pour l'arrêter. Tu vois, je me disais le gars il peut espérer plus entre guillemets que le simple statut de remplaçant de luxe et en fait pas du tout. Ça a été une catastrophe. Euh, Catastrophe. Enfin, j'avoue, j'ai pas les mots. Autant t'es pas déçu d'Arnautovic parce que tu sais qu'il est nul, autant t'es pas déçu parce que de Correa parce que tu sais qu'il est archi nul. Autant Taremi et tu te dis intrinsèquement c'est un super joueur. Et mais là, ça a été. Enfin, tu vois, tu peux même pas te dire ah ça ira mieux la saison prochaine ou il a 32 ans déjà donc tu vois tu sais qu'il est plus à son prime. Il a été embêté par la pubalgie, alors ça a été l'excuse des premiers mois en disant bah oui mais je pouvais pas être au top, pubalgie hein. Mais en fait bon non, je pense que le mariage il est juste il peut pas fonctionner et comme tu dis voilà il faut trouver des sous, libérer de la place. Et pour moi Taremi qui a un salaire qui est quand même conséquent. On est à 7 millions, il est en fin de contrat en 2027. Donc autant te dire que si tu le vends pas là, ben, ça va être un peu plus compliqué. Ce sera l'année prochaine au max, mais bon, pas dit que sa cote grimpe. Donc non, je pense que là, il faut clairement s'en séparer. On retirera pas grand-chose de lui, c'est sûr, mais on fera au moins l'économie de son salaire. Euh, mais voilà, je vois pas d'avenir à Mehdi Taremi à l'Inter. Je pense qu'il faut qu'il parte avec comme Arnautovic, Correa, qui libère la place. Alors le problème, c'est que maintenant il y en a beaucoup de place parce qu'évidemment je garde Lautaro Thuram, intouchables tous les deux de par leur complicité sur et en dehors du terrain, leur rendement, même si encore une fois Lautaro très insuffisant. Je l'ai dit tout au long de la saison, très insuffisant à tous les niveaux. Mais encore une fois, bon, je pense, je crois quand même en lui sur et en dehors du terrain, donc je ne m'en débarrasserai pas. Tu auras pour moi, ça a été peut-être l'une des plus grosses satisfactions qu'il a. Bien, il me faut plusieurs backups même pour ces deux-là, parce qu'on a vu que bah, avec Taremi, Arnautovic, Correa, il n'y en avait pas, et quand il y en a un qui se pète, et ben c'est foutu. En fait, t'as plus que tes yeux pour pleurer. Dans la rotation, Pio Esposito, puisque voilà notre petit Craquito qui a un profil un peu
particulier, spécifique, très grand, un vrai buteur, quoi, un vrai profil de buteur qu'on n'a pas tellement à l'Inter, qui sort d'une très grosse saison à la Spezia. Alors effectivement, c'est en Série B, mais voilà, je pense que le départ d'Inzaghi, je le disais en début de podcast, et l'arrivée de Kivu doit aussi permettre de donner un peu de la chance aux jeunes. On sait que quand ils ont en dessous de 25 ans, c'est compliqué pour qu'ils trouvent du temps de jeu dans les grands clubs de Serie A. Il faut en finir avec cette espèce de réticence à faire jouer les jeunes. Pio Esposito, il a du potentiel, il en a beaucoup plus que son frangin Sebastiano, qui, à mon sens, doit être exfiltré, surtout qu'il arrive dans sa dernière année de contrat. Dans les autres jeunes, tu les as cités, Valentine Carboni. Bah, Carboni, c'est terrible, parce que pareil, je trouve un potentiel assez énorme, mais bon, il s'est fait les croisés. Je suis pas certain qu'il puisse revenir. Donc lui aussi, j'aurais tendance à exfiltrer, soit sous forme de prêt, soit sous forme de vente. Je sais pas quelle est sa cote après sa saison quasi blanche à Marseille. Pour Eddie Salcedo, pareil, hein, je pense qu'on l'a prêté 27 fois, c'est comme Van Eusden. Au bout d'un moment, il faut bien se rendre à l'évidence que ça n'a pas marché et que ça marchera pas. Pareil, il arrive à un an de la fin de son contrat pour des péris. Bon, pareil que pour Coquille, pareil que pour Béran Bruch aussi, on aurait pu mettre, je sais pas si tu l'as mis dans le tableau, mais c'est des gars qui ont besoin de temps de jeu. Ils ont besoin de temps de jeu, donc ils n'auront clairement pas à l'ITER, en tout cas pas des Piri. Donc un prêt me semble évident. Mais donc je garde Lautaro, je garde Thuram, je garde Pio, et après j'investis par contre effectivement, je mets, on va dire, on a dit que si Luis Enrique et Suchet, il restait à peu près 20 millions d'euros, c'est ça, dans les C'est caisses ça, pour donc un achat. on est à 40 millions d'euros là pour le moment les deux dépensés, 46 millions d'euros avec Zalewski. Là après ça va dépendre aussi de, il y a quand même je pense un budget, le but, on en parlait justement dans les objectifs, et que la balance des transferts soit déséquilibrée négativement, je j'ai pas l'impression que ce soit un souci majeur. Le principal, la principale interrogation, ça va être vraiment sur le coût de l'équipe. Là, avec un Tarimi qui part, Sebastiano qui libère un peu, Salcedo qui libère aussi 3 millions, je pense que l'attaque, tu peux te permettre d'y aller. Après, vu que du coup, de ton côté, Loïc, tu as gardé Etienne qui t'a rien, est-ce que tu peux aller peut-être plus loin? Je pense que ça va être mesuré sur l'attaque. Si on Ouais, garde après Çalhanoğlu et Mkhitaryan comme dans le scénario actuel pour le moment, ils sont toujours là. Je pense sur l'attaque, ça sera peut-être un de peu plus toute mesuré sur les tentatives. Mais enfin, c'est triste à dire, mais de toute façon, tu sais bien que le budget sur l'attaque pour l'attaquant, il oscillera autour des 20-25 millions, je pense, comme Luis Enrique. On pourra pas aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, dans les noms qui Mm. circulent, il y avait Anjuan Boni de Parme, qui est un joueur effectivement à fort potentiel et que tu peux valoriser. Mais en termes de réputation, on reste voilà sans faire offense aux Français, hein, c'est un très bon joueur, mais ça reste un joueur de milieu de tableau de Serie A. Mais je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Moi, dans l'idéal, si j'arrivais à dégager un budget assez conséquent, mais je pense pas, parce que je pense qu'on est au-dessus des 20 millions, doit plus être autour des 30, 35, ce serait Santiago Castro de Bologne. Ce serait ma recrue idéale pour l'attaque, mais pas certain qu'on ait les moyens de s'offrir, d'autant que Bologne voilà est très compétitif et va encore jouer les premiers rôles et aura les moyens de dire non en fait. Tu vois, c'est un peu triste, mais nous on est une équipe, enfin on est un club maintenant à qui on peut dire non. Como a dit non pour Fabregas. Ils peuvent dire Bologne peut dire non pour Castro et nous on n'a pas les moyens de faire vraiment pencher la balance de notre côté. Donc après pareil, il y a le nom de Rasmus Højlund qui arrivait, comment dire, euh, qui a circulé du côté de l'Inter, mais ce serait pour un prêt. Tu ne peux pas te permettre d'aller chercher un mec de Manchester United quand t'es l'Inter. Donc tu es obligé d'aller sur un profil jeune qui joue soit en Serie A, soit dans les championnats, on va dire, des championnats de seconde zone, encore une fois, sans faire offense à ces championnats-là. Mais du coup, ouais, j'aurais tendance à aller sur un Castro, si possible, voire un Boni, mais un joueur intermédiaire, c'est-à-dire qui a déjà une certaine expérience de la Serie A et qui puisse vraiment entrer dans cette rotation avec Lautaro et Thuram
Mais et puis laisser de la place à Pio Esposito encore une fois parce que ça sert à rien. Tu vois, l'année dernière on avait 5 attaquants au final pour 2 places. Si tu veux laisser un peu de champ à tes jeunes, notamment Esposito, tu peux pas avoir 5 attaquants. Tu vois, à mon sens c'est trop. D'autant que, comme tu l'as dit, il y aura peut-être des variations en termes de schéma tactique. Donc, on réussira peut-être à s'extirper de temps en temps du 3-5-2. On va peut-être à 3 devant, je sais pas. Mais il y a, avec Luis Enrique, notamment, qui a cette capacité-là aussi à jouer sur l'aile. Donc voilà, moi, j'irais sur un achat assez conséquent avec les guillemets, parce qu'on parle de l'Inter, parce qu'effectivement, on n'a pas un budget excessif, mais sur l'attaque. Et j'avoue que Boni et Castro seraient et des choix qui, à mon sens, seraient assez correspondraient bien en fait à la politique qui est menée à l'Inter. Alors moi sur l'attaque, parce que Castro, j'avais commencé à le mettre un peu, j'avais fait un peu de tier list et après j'ai rayé au fur et à mesure des différents impacts bilan. Et Castro, c'était un des deux noms que j'ai rayés sur l'impact bilan. Le deuxième c'était Jonathan Bourcat Ouais. de Mayence. Mais alors lui, Mhm. pour te dire, qui dans l'impact bilan entre ce que je voyais, ce que demandait Mayence et autres, il était aussi cher que Castro. Donc je vais laisser de côté lui et Castro, même si Castro, moi je l'appelle le mini Lautaro, ça aurait été parfait pour ça. Moi, je suis quand même parti sur les 5 attaquants parce que cette saison, on a vu que Lautaro, c'est quand même pas mal. S'est blessé un petit moment. Thuram a toujours ces petites blessures le long de la saison et autres. Et je pense qu'à 5 attaquants, tu peux quand même tourner. Mais j'ai fait une sorte un peu de formule particulière. Du coup, évidemment, donc j'ai gardé les deux. J'ai laissé partir. Moi, je laisse partir Taremi en une sorte de résiliation de contrat sans indemnité, c'est-à-dire s'il y a un club qui arrive et qui dit écoutez, nous, on s'intéresse à Taremi, de faire une sorte de commun accord pour que le club ne paye pas d'indemnité, mais pour que Taremi ne demande pas une compensation salariale et autres, Ouais. juste qu'il parte libre sans demander son salaire de l'année des saisons prochaines. Donc ça ferait économiser 5 millions et quelques. Sebastiano Esposito, j'ai laissé partir aussi pour à peu près 5 millions d'euros parce que j'ai vu que les clubs s'intéressent pour lui à cette somme. Il est en fin de contrat l'année prochaine. Je pense que voilà, jamais. Enfin, j'ai quitté le train CB Esposito depuis quand même un bon petit moment. Je trouve qu'on Oui, en a voilà. fait. Ouais. Bon, je pense que c'est aussi de notre faute en tant que supporter. On en a fait un peu trop. Moi, le premier, quand on l'a vu démarrer sous Conte, moi, je pensais vraiment qu'il y avait un truc vraiment intéressant à faire. Mais finalement, bah, c'est jamais arrivé. Valentine Carboni, plutôt, moi, je laisse partir en prêt sec. Si possible, quand même, de le laisser aussi en Serie A, même si son prêt avec Marseille aurait pu être intéressant. Malheureusement, il y a eu ça, mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de revenir. Et vu que la place pour moi est déjà occupée par Pio Esposito, je ne le laisse pas. Et on disait près de Pierry et aussi le bon vieux Eddie Salcedo qui nous compte quand même 2 millions, 2 millions 6 par année sur le bilan quand même. 2 millions Ouais, non, 6. mais en plus, enfin, au bout d'un moment, faut se rendre à l'évidence. C'est comme tu dis, je veux bien, moi, que les mecs soient prêtés 4, 5, 6 fois. Au bout d'un moment, si tu vois qu'ils ont pas les capacités, bon, pareil, il faut se lâcher du lest, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai laissé partir pour à peu près 500 000 euros vu que c'est la dernière année de son contrat. Ça libère donc 2 millions et quelques d'impact bilan. Alors, mine de rien, avant de passer à mes pistes en attaque, sur les indemnités de tous les départs, j'ai pu en tirer 66 millions d'euros. Entre les 30 de Ouais, c'est Çalhanoğlu, bien. les 15 d'Aslani, les 10 de Buchanan, les 5 par-ci, les 1 million par-là. J'ai pu en gratter 6 millions d'euros, 47 millions d'euros aussi d'impact bilan dépensés en moins. Donc, en sachant que de base, on partait, rappelle-toi, Loïc, de 202 millions. Là, du Ouais, coup, ouais, on ouais. est rendu à presque 50 millions. Donc, on est, allez, grosso modo, pour jouer, on est à 150, 155 millions de coûts d'équipe. Évidemment, ça va se remonter avec ce que je dirais après pour les mercatos, mais même en salaire, je crois qu'en salaire, on a libéré sur celui que j'avais planifié 35 millions d'euros de salaire libérés Ouais. en salaire brut, hein, parce que c'est ce que paye le club. Donc c'est une somme non négligeable. Et du coup sur les arrivées, donc moi comme j'ai dit Pio Esposito, je suis d'accord avec toi. C'est un profil bomber très neuf Ouais. très neuf italien. Et je pense franchement il y a
il y a un truc vraiment intéressant à faire avec lui, même si, vu qu'il arrive l'âge Pizza, et faut pas. Le truc avec Esposito, même si je suis très emballé par le talent qu'il a, je veux pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'avec Seb Esposito, avec son frère ou d'autres trucs. Le mettre quatrième attaquant comme ça, c'est lui mettre déjà, entre guillemets, une grosse pression, parce que c'est-à-dire, en fait, c'est le premier, si Lautaro se blesse pendant 3 matchs, c'est le premier choix remplaçant qui doit jouer direct. Et si, on ne sait jamais, deux blessures d'un coup, ou une blessure, carton rouge, on ne sait jamais, là, tu le jettes un peu directement comme ça. Je pense l'intégrer progressivement, Ouais, petit à ouais. petit, c'est bon, s'il joue 15 matchs dans la saison, ce sera déjà une bonne saison, qui s'adapte progressivement à l'Inter. Donc moi, alors je dis pas le choix entre guillemets premier, je le dirai après parce que j'expliquerai pourquoi j'ai pris ce choix-là. J'ai mis dans les noms Boni, Nick Voltemat et le troisième nom qui sera celui que je vais prendre, qui n'est pas cité d'ailleurs dans les rumeurs mercato, mais qui après quelques recherches, je trouve le profil vraiment intéressant et le prix vraiment pas mal. C'est Fabio Silva, qui est prêté de Wolverhampton Ouais. à Las Palmas cette saison, qui a fait Mhm. une saison Il a été à 10. relégué, ouais. C'est ça, mais lui a fait une saison à 10 buts Ouais, il a et fait super saison, ouais. ouais, très positive avec Las Palmas. Profil vraiment intéressant. Alors, je me souviens que quand il avait signé à Wolverhampton et autres, du coup, je suis allé un peu, vérifier un peu son profil, checker, parce que à part de nom comme ça, je ne le connaissais pas. Et sur le profil que j'ai pu en voir, on est sur un attaquant qui, en fait, est vraiment un mix un peu entre tout. C'est-à-dire qu'il est en même temps très costaud, renforcé, et sait garder les ballons sous pression dos au but pour faire remonter le bloc, mais tout aussi, et qui était assez impressionnant pour le gabarit qu'il a, très impressionnant dans la prise de profondeur, où il te tape des pointes de vitesse sur les premiers mètres, il est extrêmement explosif et rapide, et il y a eu pas mal de buts, surtout de Las Palmas, qui sont venus comme ça, avec Fabio Silva qui garde le ballon, qui le remet au milieu de terrain, qui lui, le milieu de terrain, le relance directement en profondeur. Et quand tu vois l'explosivité sur les premiers mètres, c'est vraiment impressionnant. Et c'est typiquement ce qu'a besoin de l'Inter en prise de profondeur, un joueur qui part d'un coup, sait garder le ballon. Tu vois, j'imagine un peu les schémas avec Thuram qui garde le ballon, Ouais. et Fabio Silva qui peut directement partir dans son eau et qui peut être lancé par Thuram. Et c'est typiquement des joueurs, ou même Lautaro qui peut lancer et mettre en orbite Fabio Silva, qui est un joueur très intéressant qui coûterait le Wolverhampton en demande 20 millions d'euros, mais il est en fin de contrat en 2026. Donc, il y a une possibilité de négocier un peu à la baisse. Moi, j'ai mis entre 15 et 20, donc j'ai mis 17 grosso modo. 17 millions d'euros pour un salaire à peu près à 3,5 millions bruts. Donc, pareil, j'ai encore fait du x2 par rapport à ce qu'il gagne à Wolverhampton. J'ai bien pris le salaire de Wolverhampton, pas Las Palmas. Ça nous Mhm. ferait du 3,5 millions brut. Donc, en impact bilan, on est à 7 millions d'euros pour un joueur de 22 ans qui a connu la première ligue, qui a fait quand même une vraie bonne saison en Liga, qui a encore un potentiel, qui, mine de rien, j'ai vu qu'il y a pas mal d'équipes qui commencent déjà à s'intéresser Ah ouais, pour, c'est le problème. pour le, pour le jeune portugais. Mais mine de rien, après, tu vois, je disais 17 millions d'euros. Voilà, au pire, ça serait une vingtaine de millions d'euros, même avec la concurrence, si tu arrives un peu à bien négocier aussi sur ça. Donc, moi, c'est ma piste principale pour accompagner Pio Esposito. Et c'est pour ça que j'ai laissé de côté, même si je les ai mis les pistes Pony et Foltomat qui étaient déjà évoquées, mais je voulais au moins juste les mentionner. Et du coup, le deuxième joueur, alors c'est plus une paire de joueurs, ça serait soit Jonathan David à un certain prix, pas Jonathan David à mais tous les prix et les sommes les plus folles. Un Jonathan David, j'ai tablé à peu près sur un 8 millions de salaire brut. Après, il y a les primes à signature, mais bon, ça compte pas, Ouais. entre guillemets, amortissement qui est dedans. Donc, un 8 millions d'euros de salaire brut pour Jonathan David, ce qui ferait à peu près voilà, du 6 millions net, à peu près sur ces zones-là, sur un contrat de Mhm. 5 ans, donc déjà 25 ans Jonathan David, et j'ai précisé dans le contrat de rajouter, même si c'est pas obligatoire, mais vu par rapport à son âge et que potentiellement l'Inter a toujours cette recherche financière potentiellement, une clause libératoire à 80 millions d'euros entre 70 et 80 millions d'euros, j'ai mis Mhm. d'intégrer une libératoire dans le deal de David, pas pour, entre guillemets, dire on le prend et on le revendra dans 2 ans, mais de se dire que, voilà, comme Thuram qui avait une clause libératoire à 90 millions d'euros, de se dire, voilà, c'est de se laisser une clause à 80 millions d'euros, peut-être, ce qui permettra aussi de faire baisser certaines demandes de la part de David, et dire, écoutez, nous, on est prêt à mettre une clause dans le contrat, mais par contre, vous revoyez certaines exigences à la baisse pour s'accorder, tu vois, sur un socle commun financier. Et au cas où, si David, c'est pas possible dans ce deal-là,
J'ai pensé en prêt, uniquement en prêt avec option d'achat, pas d'obligation d'achat ou de ce que j'ai vu, Højlund de Manchester United avec un salaire un tout petit Mhm. peu, on va dire, plus à la baisse. Mais tu vois, dans cette idée de se dire, on prend un mec, pas pour du court terme, David, ça serait pas pour du court terme, mais on prend un mec, on a le joueur d'avenir, vraiment d'avenir qui est Esposito, on a ce jeune joueur aussi, pour moi, comme je l'ai mis avec Fabio Silva, et on a quand même deux joueurs et on a c'est pour ça que moi, ma piste principale, c'était Jonathan David. On a un joueur quand même confirmé, qui a fait la Ligue des Champions plusieurs fois, qui est référencé en championnat de Ligue 1, connaît aussi le haut niveau international, qui a quand même 25 ans, donc il est loin d'être cramé, il a encore plusieurs années, même je pense que ses meilleures années sont devant lui, qui peut potentiellement aussi beaucoup plus se permettre d'être vu par le monde entier du côté de l'Inter. Et s'il est revendu en 2027 ou dans les prochaines années à un tarif justement de sa clause libératoire ou approximative, il est arrivé entre guillemets libre, donc c'est du tout gagnant pour l'Inter. C'est un peu la réflexion que j'ai eue sur le secteur offensif. Ouais, mais c'est clair. Moi, enfin, je trouve que c'est une belle. Enfin, c'est très intéressant comme réflexion. Après, moi, j'avoue que David, je suis pas fan de ce joueur-là. Je le trouve encore beaucoup trop. Enfin, il a des axes d'amélioration qui sont notamment la précision. Il rate encore énormément de choses. Il me fait penser un peu à Lautaro du début. Donc, j'ai pas envie forcément de repartir avec un gars qui est pas qui à mon sens, n'est pas encore un tueur devant le but. Euh, J'avoue que moi, Højlund m'apparaît comme enfin la piste la plus sexy. Mais le problème, encore une fois, c'est que si tu le prends sous forme de prêt, on est d'accord, Exactement. tu peux Mais moi, c'est pas, que tu peux le pas pas d'option verser d'achat, hein. Moi, la je veux pas, de enfin, toute façon, je veux pas oui, oui, bien d'obligation sûr. d'achat. Non, Pour mais moi, c'est pour ça Højlund, que c'est faire la saison, juste parce que pour le moment, le marché des neufs est exactement. compliqué et tout ça, et de se dire que, et en plus, si Pio Esposito, imagine, se révèle, il y a des blessures, tout ça, Esposito, entre guillemets, met 12 buts en championnat, tu dis, ah ouais, on a peut-être vraiment notre numéro 9 remplaçant qui peut cette fois-ci vraiment s'affirmer en tant que titulaire, entre guillemets, important. Højlund retourne à Manchester United et toi, tu as gardé Pio Esposito qui est dans ton effectif et qui a pu grandir tout au long de la saison. Ouais, clairement. Non, mais après, de toute façon, il va falloir effectivement. Enfin, c'est triste à dire, mais on peut quasiment pas espérer aller chercher encore une fois des mecs du top 4 européen. C'est dur, tu vois. Fabio Silva, effectivement, tu as raison sur le papier, c'est une très bonne idée, surtout que pour le coup, comme il arrive en fin de contrat, Wolverhampton, on ne demandera pas des milliers des cents, mais bon, après derrière, tu as la concurrence de l'Atlético de Madrid, tu as la concurrence voilà, de beaucoup de clubs. Tu vas pas être le seul sur le coup et en termes de salaire, tu seras pas le club qui proposera qui aura la meilleure offre. Donc c'est ça aussi, c'est que maintenant on est soumis à une concurrence qui fait qu'à la limite, c'est sur le marché local qu'on peut peut-être faire les plus grosses différences. Et encore, tu vois, on parlait tout à l'heure du petit Léonie en défense centrale. Bon, voilà, t'as la Juve qui est dessus, t'as Milan qui est dessus, donc on sera pas les seuls dessus. Donc, mais après ton plan est pas mal. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut, à mon sens, ajouter de la qualité à ce secteur qui en manquait cruellement vraiment la saison passée. C'est, tu vois, on pouvait critiquer Dzeko à l'époque en disant oui, ah, Dzeko, tout ça, machin. Quand il y avait Lukaku, Dzeko et Lautaro, mais tu avais trois attaquants, on va dire, de dimension internationale. Donc, tu en avais toujours un qui pouvait prendre la place de l'autre, même si c'était Lukaku, Lautaro. Dzeko, quand il jouait, il n'y avait pas un downgrade de malade. Et là, l'année dernière, c'était le cas. Donc, il faut essayer de rééquilibrer. Tu peux pas avoir et de la stature de Thuram en remplaçant, mais tu peux aspirer effectivement à avoir des profils comme celui de Jonathan David, comme tu évoquais, celui de Højlund, qui sont pas très loin, tu vois, où il y a vraiment pas une grande différence. Et puis derrière, laisser quand même, à mon sens, de la place à Pio Esposito pour qu'il ait du temps de jeu. Mais, euh, mais effectivement, il faudra investir. Encore une fois, ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra des départs, ça dépendra des performances en Coupe du Monde des clubs. Mais il va falloir forcément mettre, à mon avis, au moins 20 millions
entre 20 et 30 millions sur un attaquant de complément enfin de complément, mais qui soit plus qu'un simple complément, qui puisse vraiment rentrer dans la rotation et soulager Thuram et Lautaro. Mmh. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi, de base, j'ai mis Bony en alternative de David au cas où. Mais de base, je suis pas parti sur Bony parce que déjà, prendre deux mecs de Parme quand même, quand tu viens de sortir d'une finale avec les champions, on n'est pas non plus dans le Parme des années 90 où tu prenais Thuram, tout ça. Pas non plus, voilà, c'est pas non plus le même Parme. Donc, moi, j'ai quand même pas un peu de mal, même si c'est des joueurs à haut potentiel. C'est pour ça que j'ai pris David. En fait, je voulais me rassurer. Højlund rentre un peu dans ce cas. Je voulais me rassurer avec des joueurs qui ont quand même connu la Ligue des Champions, Ouais, ouais, bien récemment, sûr. qui ont pas mal de saisons derrière eux de haut niveau, d'Europe et tout. Tu vois, pour un peu se rassurer, se dire, bon, on repart pas non plus que avec des mecs, des jeunes qui ont joué que Parme, qui connaissent que la relégation, qui ont jamais joué plus que ça. Donc c'est pour ça. Stiller entre Mina, Stiller aussi, c'est aussi le bon compromis par rapport à ça. Ligue des Champions avec Stuttgart, ça fait plusieurs années qu'il a Stuttgart et autres. Il s'est battu pour les hauts tableaux de Bundesliga. Donc lui aussi, tu vois, il rentre aussi dans ce rythme-là. Mais c'est pour ça après j'ai mis Voltemade parce que c'était une piste et tout. J'ai enlevé mais Voltemade, le profil est intéressant, mais j'ai regardé un peu, même si c'est que les intérêts de club, mais je regarde un peu déjà les clubs intéressés. J'ai dit oui, bon, j'ai vu que ça demandait à peu près 35 millions d'euros. Déjà, je te le Bah garde, ouais, tu vois. 40, mais 35-40 sans l'intérêt de tous ces clubs. Après, l'intérêt de tous ces clubs, ça va être 40-45, donc j'ai laissé de côté. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai laissé des joueurs de côté. Castro, Bologne. J'ai l'impression que Bologne, pour sortir un joueur cet été, j'étais en train de me dire, il va falloir quand même être chaud, hein, parce que au début, Ouais, je ouais, me ouais, dis, c'est sûr. il y aura un ou deux départs à Bologne. Quand je commence à voir la, la hargne qu'ils ont mis pour garder Italiano, ils veulent garder aussi leur Ouais, Castro, Ndoye. et Les puis, clubs non, et qui puis, vont venir négocier avec Bologne, bonne chance à vous, hein. Préparez les bah sous. oui, et puis regarde Karim, on a l'exemple l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière. C'est pour ça que quand je te dis des fois, et encore une fois, je suis pas en train de dire l'Inter a pas d'argent, l'Inter a ça, mais on n'est pas, on a une stature, on est un très grand, un top club européen, mais on n'est pas non plus, on n'est pas Le au niveau Bayern, on des n'est pas si City, des sûr. Bayern, des United. Regarde Zirkzee l'année dernière, l'Inter est dessus, hein, on est entre guillemets à deux doigts de le faire, et derrière t'as United qui arrive. Terminé. L'année dernière, Calafiori, voilà, ça reste un défenseur très La Juve était dessus, hein, de intéressant. Enfin, base. Il devait signer à la ouais, il Juve et était dessus, puis exactement. Arsenal. Et boum, t'as Arsenal qui arrive et bon, terminé. Donc en fait, tu ne peux, alors contre les clubs anglais, tu peux pas lutter. Et tu parlais effectivement de Stiller ou Volkmad. Le problème, pareil, c'est que Stuttgart est très bon vendeur. Les clubs allemands sont très bons vendeurs. Donc en fait, ils sont là. Ok. Et combien tu mets sur la table? Nous, on va dire allez, 20, 30. Ils vont faire bah non. Bah non, faut mettre plus. Et puis derrière, t'arrives et t'as un pari qui pour un Pacho, il va te lâcher, je sais plus combien ils avaient payé Pacho, mais c'était hyper cher en fait parce que encore une fois, c'est le marché est tellement dérégulé par tous ces clubs-là, Paris, United, City, les clubs anglais en majorité, mais aussi le Real, le Barça dans une moindre mesure parce que bon, c'est un peu en galère aussi financière, mais on est un peu sous perf aussi, on a des dettes à rembourser, on n'est pas. Enfin, voilà, c'est pas, on n'a personne derrière qui vient nous alimenter en argent frais. Là, tout l'argent qui a été gagné sur cette saison, qui est une saison record quand même, parce qu'on peut déplorer effectivement l'absence de titres, mais par contre, je peux te dire qu'au niveau financier, tout le monde se frotte les mains à l'Inter, hein, cette saison. C'est une saison record au niveau de billetterie à tous les niveaux. Donc l'argent, il est là, mais bon, l'argent, il doit aussi servir à rembourser la dette. La marge de manœuvre en termes d'investissement, elle est quand même assez limitée. Et puis, comme je te disais, il y a ce projet, comme il y a ce projet de rajeunir l'effectif et de changer un petit peu, d'arrêter de construire une équipe qui est faite pour gagner tout de suite et de se projeter dans un plus long terme, tu as aussi ce risque de te dire, bon, ben voilà, maintenant on va faire ça à coût réduit. Et du coup, bah, on est obligé, toi comme moi, comme tous les supporters, de voir revoir aussi nos ambitions à la baisse. Et ça fait un petit peu mal parce que bah, du coup, tu te dis, euh, quand Paris est capable de mettre des 70 balles sur Kouicha, moi, Kouicha, j'aurais adoré l'avoir à l'Inter, tu vois. Ça aurait été
ça aurait été un kiff. T'as envie que les meilleurs joueurs du championnat restent dans le championnat, surtout qu'il y a un des très bons joueurs en Italie. Mais tu vois, maintenant, même des Castro, c'est chaud pour aller dessus parce que tu dis que Bologne peut dire non. Même comment. Donc, il y a une forme de déclassement malgré tout. C'est paradoxal parce que l'Inter avait pu été par rapport à la puissance financière, il y avait une forme de déclassement et que elle est un peu paradoxale parce que sportivement, c'est vrai que t'as l'impression de vivre les meilleures années de l'Inter, au moins depuis Mourinho. Et pourtant, sur le marché, c'est difficile. Tu peux plus concurrencer en fait les grandes puissances financières du foot. Et puis même aller chercher des bons joueurs dans des clubs, on va dire moyens ou de seconde zone dans les quatre grands championnats européens, c'est devenu compliqué quand tu t'appelles l'Inter. Donc nous, en tant que supporters, parfois, il faut aussi qu'on qu'on baisse un petit peu nos exigences et qu'on se rende compte de la réalité du marché. Ouais, c'est ça, c'est un marché, il faut aller sur le marché secondaire, hein. Maintenant, en Italie, on peut plus se permettre d'aller sur le Ouais, marché principal, à moins que, voilà, il y a eu, tu peux y aller quand tu as peut-être la volonté de joueurs spécifiques qui veulent rester ou qui veulent y aller. Tu vois, on parlait d'un Leao, mine de rien, même si je pense aussi, vu le prix en refroidit certains, mais qui lui aussi, mine de rien, quand il a prolongé à Milan, je veux rester. On a aussi ça avec un Barella, un Bastoni et autres. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'en Italie, il faut vraiment miser sur ce socle italien parce que c'est des joueurs qui ont encore pas forcément l'attache. C'est pas une question d'attache au maillot ou de l'attache au truc, mais généralement il y a une volonté aussi de rester en Italie. Euh, il y a quelques-uns qui sont expatriés. T'as du Jorginho, du Tonali, du Donnarumma, mais dans la globalité, ils sont quand même encore restés en Serie A. Et puis c'est vrai que ça favorise la nationalité aussi. Donc c'est vrai que c'est un marché secondaire sur lequel il faut aller. Du coup, pour refaire un petit peu comme ça pour les auditeurs, vous aurez en globalité le mercato de Loïc. Du coup, Loïc, toi sur les gardiens, tu gardais Yann Sommer, Joseph Martinez et Raffaele Di Gennaro pour la prochaine saison, c'est bien ça? c'est ça. Et je prête Philippe Stankovic. Sur la défense centrale, tu gardais Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard, Yann Bisek, Francesco Acerbi. Tu faisais partir Stéphane De Vrij. Enfin, tu ne prolongeais pas Stéphane De Vrij et tu laissais partir Palacios et Fontana Rosa en prêt, une vente de Wijnaldum et un prêt aussi pour Giacomo Stabile. Exactement, c'est ça. Et puis bien sûr, là Oui. par contre, faut recruter. Il faut absolument une rec- une recrue qui est solide. Après, voilà, moi j'irais effectivement sur le petit parmesan Giovanni Leoni, qui a un jeune à fort potentiel et qui, alors, est-ce que l'intégrer tout de suite dans le 11 de départ? Pas sûr, mais voilà, il y a possibilité aussi de le mettre dans la rotation et d'essayer de le faire grandir tranquillement. Pour le poste de piston, tu gardais Federico Di Marco, Denzel Dumfries, Carlos Augusto, Luis Enrique, Matteo Darmian, Nicolas Zalewski, départ de Buchanan et de Carboni et un prêt de Matteo Cocchi, c'est bien ça? Ouais, et puis Darmian, je te dis, si on peut se serrer la main et se quitter bons amis, à la limite, voilà. Merci Selon ce qui se passera. Si Fenerbahçe arrive et dit bah, on veut bien vous le prendre, tu leur dis pas non. voilà. Merci pour les travaux, Mathéo, mais voilà, si ça peut effectivement dégager un petit peu de masse salariale, ce serait pas mal. Au milieu de terrain, tu gardais Nicolo Barella, Aken pardon, Enric Mkhitaryan, David Efratesi, Petar Susic. Point d'interrogation, Aslani Zilinski, donc l'un des deux qui part, et un prêt de Akinson Miro et de Stankovic, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Effectivement, j'en cut un sur Aslani et Zelinski. Après, tout dépend. Zelinski, effectivement, sur l'indemnité de transfert, tu pourras pas être gourmand, mais par contre, tu feras l'économie d'un salaire qui est quand même très important. Et Aslani, tu peux le valoriser davantage. Tu peux essayer de récupérer peut-être 15-20 millions. Mais après, effectivement, t'as un joueur qui n'a que 23 ans sur certains. Pour lequel certains ont encore l'espoir qu'il puisse
qui puisse s'imposer et devenir un grand joueur. Moi, j'avoue que bon là, j'hésite entre les deux. C'est selon les offres qu'on me fait. Voilà, le bureau est ouvert. Pour le secteur offensif, Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito, tu gardes Taremi, tu fais partir Sebastiano Esposito aussi. T'hésites entre un prêt, une vente de Carboni et aussi une vente d'Eddie Salcedo et un prêt de Giacomo De Pieri. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis bon, bah là, par contre, il faut effectivement recruter. Alors moi, j'avoue que je serais plutôt partisan de mettre un petit peu tous les efforts sur un profil qui soit, comment dire, celui d'un vrai troisième attaquant. Pour laisser à Pio Esposito effectivement un petit peu de temps de jeu quand même, mais pas lui mettre trop de pression. Donc un joueur avec comment dire, un gros potentiel en devenir, qui serait de préférence Castro et Boni pour rester, on va dire, un petit peu réaliste par rapport à ce que l'Inter peut faire. Et encore, on parle de joueurs qui sont valorisés entre 20, 30, voire plus. Donc voilà, faudrait voir au niveau du budget par rapport à ce qu'on a. Mais effectivement, avec les départs de Correa, Arnautovic en fin de contrat, j'aurais tendance à pousser Taremi dehors aussi pour vraiment libérer de la place et repartir vraiment sur un nouveau cycle avec en backup de Thuram et Lautaro un joueur quali et en devenir et un Pio Esposito qui lui aussi est un joueur en devenir et surtout lui donner du temps de jeu et profiter de son profil un peu atypique aussi. Mm. Eh ben, vous nous direz, les auditeurs, dans les commentaires aussi, ce que vous pensez du mercato de Loïc. Moi, je le trouve très cohérent ton mercato, Loïc, parce que mine de rien, tu prends deux recrues. Donc, on va dire grosso modo, si on simplifie, Castro et Léoni. Donc, mine de rien, t'as pas fait partir donc les Çalhanoğlu, Mkhitaryan ou d'autres mondes, mais mine de rien, t'as compensé par le fait que bah, t'as investi que sur deux joueurs, en tout cas pour cet été, avec un Léoni qui est compensé un peu avec le départ de Vraille, et un Castro qui peut être compensé avec Taremi, Correa, Arnautovic, Salcedo et Esposito qui part. Donc, mine de rien, il y a très bonne cohérence et je pense, mais alors j'ai pas le tableau, enfin, j'ai pas fait le tableau précis de ce mercatologique, mais même avec le tien, si j'y vais un peu à la louche, je pense que tu passes en coût d'équipe pareil allez, je suis sympa, 190 millions d'euros à peu près, 190, 192, quelque chose comme ça, diminution de salaire net et peut-être un petit peu plus d'augmentation en termes d'amortissement puisque Castro va faire remonter ce chiffre. Donc, eh bien, écoute, Loïc, dans le diplôme Marotta, tu as validé les objectifs austriens avec ton mercato. Bah après, il m'a un peu aidé parce que là, tu vois, on parle de deux recrues, mais c'est effectivement parce que c'est ce que tu t'expliquais aussi en amont. Le taf est aussi déjà un petit peu fait. Je veux dire, quand tu prends Luis Enrique, que tu prends Petar Sucic et Securis Zaleski, tu as trois joueurs déjà à des postes où il y avait des besoins qui étaient recrutés. Donc, à moins, tu vois, d'avoir la folie grandeur et de vouloir faire révolution et de tout bazarder, un principe que j'aime pas. Moi déjà, je trouve que c'est pas forcément un bon choix sportivement. Et puis pour moi, il vaut mieux que le nouveau cycle s'ouvre tout en gardant une certaine continuité. Tu peux pas, tu vois, ça sert à rien de tout raser pour reconstruire dessus. Souvent, ça prend beaucoup plus de temps et on l'a fait l'Inter. On est déjà passé par là, hein. Moratti, c'était sa spécialité, hein, c'était de brûler et puis après de construire derrière. Et on a vu que parfois ça faisait plus de mal que de bien. Donc là, je pense que voilà, faut pas tout jeter malgré la frustration du zéro tituli, malgré la frustration du départ inattendu de Simone Inzaghi. Il y a des bons joueurs, on a des bêtes de joueurs, on a une bonne équipe, on a un bon état d'esprit. Une équipe, ça se construit aussi sur des défaites. Malheureusement, et il faut en passer par là. Nous, on en a eu notre lot de défaites ces derniers temps, donc on va construire là-dessus. Et encore une fois, après, c'est ce qu'on disait avec Kivou, il va y avoir peut-être un peu plus de souplesse tactique, il y aura peut-être un peu plus de pragmatisme et moins de dogmatisme. Donc, je pense qu'on a déjà une très bonne base. Je pense que les recrues qu'on a évoquées, qui ont été faites, sont plutôt, enfin, ça a du sens d'avoir recruté ces mecs-là. Après, voilà. Toi, effectivement, et tu le disais, sur le milieu de terrain, tu ferais quelque chose d'un peu plus révolutionnaire. Pourquoi pas? C'est clairement, enfin,
Je trouve ça pertinent comme réflexion. Sur l'attaque, pareil, toi tu vois un éventail peut-être un peu plus large de joueurs pour offrir plus de solutions et c'est intéressant aussi. En fait, voilà, encore une fois, il y a que l'avenir qui nous le dira. Regarde l'année dernière quand Zelinski arrive à 0, Taremi arrive à 0 et puis il y en avait un autre qui arrive à 0 si je me souviens plus qui. Euh, Non, Martinez, euh, il vient pour 15 millions. Non, les et quatre recrues, c'est ouais, Palacios, Martinez, Taremi et Zielinski. C'est les quatre recrues de l'été. ouais, bon. Taremi Zelinski, on se dit tous, ouais, génial, Zelinski super backup, Taremi super backup. Au final, voilà, ni l'un ni l'autre ont performé. C'est toujours pareil. On parle beaucoup en amont. Après, l'avenir nous dit voilà ce qui a été, ce qui n'a pas été. Là, encore une fois, je pense qu'il faut repartir avec beaucoup de, tu vois, sans succomber en fait à l'envie de tout bazarder et tout recommencer pour essayer d'être performant. Faut se laisser le temps. Avec cette équipe-là, quoi qu'il arrive, on aura de toute façon, on jouera les premiers rôles en Serie A. Après, en Coupe d'Europe, on verra. Et puis voilà, faut rajeunir l'équipe. Ce qu'on disait, essayer de d'extraire les mecs qui sont un peu en bout de course, soit en les laissant sur le banc, soit comme toi tu le préconises, en leur serrant la main et en les remerciant pour les travaux. Et dans tous les cas, voilà, je pense que on a des gens quand même compétents à la tête du club et que en théorie, avec une ou deux retouches, on doit le faire. Exactement. Je suis d'accord. De toute façon, on va pouvoir, même si moi, j'assume totalement que ma stratégie est risquée. Double départ au milieu de terrain. Alors pour faire le bilan rapide, comme ça on terminera ce long mais très intéressant podcast dessus sur les départs. Alors je vais pas tout reciter de mon côté, donc grosso modo j'avais libéré 38 millions, on va dire, 36, pardon, 36 millions de masse salariale sur, sur les 147 millions, 12 millions d'amortissement sur les 54, donc ça nous faisait un coût d'équipe en moins de 50 millions. Donc j'étais à 150 millions de coût d'équipe que j'ai regrossi par ouais, presque une quarantaine de millions d'euros d'impact bilan, parce qu'avec Léonie en défense centrale, il y a Sketcher Bipar, Stiller, Jonathan David et Fabio Silva, 19 millions de salaire brut, 15 millions 8 d'amortissement, donc 35 millions à peu près d'impact bilan, ce qui me fait remonter à 190 millions d'équipes et 131 millions de salaire. Donc l'objectif de ma salariale diminuée, moins 16 millions d'euros. Donc ça, c'était un des objectifs. L'amortissement qui est en hausse, ça encore, c'est moins un souci parce que c'est des joueurs qui vont te générer de la plus-value dans des prochaines années. Donc ça encore, c'est quand même un peu moins un souci. Et du coup, sur le coût de l'équipe, on était à 202 millions d'euros. Là, on passe à 189 millions, 190 millions quoi, de coût d'équipe. Donc on est un tout petit peu moins que ce qu'on avait dit au début de saison, enfin, au milieu de saison, quand Zalewski arrive, qu'on prête Buchanan, tout ça, on était à 195 millions et quelques. Donc, pareil, on est en dessous des 195, en dessous des 200. Donc, pareil, objectif de mercato atteint, mercato compétitif, mercato qui serait intéressant pour Kivu. Donc, ça permettra aussi de compenser l'inexpérience de Kivu par lui mettre ces moyens-là. Et, euh, et ça a été, je pense, plutôt, et ça sera quand même aussi une bonne chose. Eh ben, écoute, Loïc, je pense qu'on a fini ce long podcast que je vais très certainement couper en deux parties. Comme ça, pour les auditeurs, vous aurez, pendant toute cette Ouais, Coupe du vaut Monde mieux. des clubs, le permis vous aurez le loisir plutôt de nous écouter pendant le tout du long de cette Coupe du Monde des clubs. Et exercice aussi intéressant. Alors le mercato, entre guillemets, enfin le mercato idéal, c'est un concept que j'aime bien par rapport à l'Inter, parce que bon, c'est évidemment un club que je connais. De base, le concept sur les autres clubs, quand j'en entends certains, tu te demandes si c'est mercato idéal réaliste ou mercato idéal FIFA. Donc on se demande certains trucs, mais là, Loïc, je pense qu'on a été quand même plutôt réaliste, plutôt cohérent dans nos expectatives, dans nos objectifs et dans nos réalisations aussi financières. Bah oui, et puis parce que encore une fois, on est obligé de l'être. Hein. C'est soit effectivement tu vis dans Football Manager et tu te dis
je peux j'ai tel budget et puis je peux dépenser ça et je peux valoriser tel joueur à des sommes complètement lunaires et puis comme ça je peux acheter tel mec. Mais malheureusement, on n'est plus on n'est pas Manchester City, on va pas lâcher je sais pas combien de millions sur Ait Nouri, sur Cherki, sur Reinders. On n'est pas Paris, on peut pas lâcher 70 bars Switcha. Donc encore une fois, faut être réaliste, faut savoir dans quel monde on vit et ce qu'on peut, ce à quoi on peut aspirer. Mais bon, c'est déjà pas mal. Encore là, je pense qu'il y a des équipes qui rêveraient d'avoir notre effectif Ah bah, les surtout qu'on faisait pas des capacités, mercatos comme encore ça une avant, fois, d'être Loïc. C'est ça, avant on faisait des mercatos à zéro avant. Là, on est en train de se dire qu'on peut poser 20-25 millions sur Boni, telle ou telle oui, bien somme sûr. sur un joueur, 20-25 millions sur Léoni. Avant, on devait se contenter de mecs à zéro qui venaient enfin, Çalhanoğlu, bon, et mine de rien, c'est les mecs qu'on pas formés, mais il y a eu aussi des échecs un peu dans l'eau, mais avant, on se contentait d'Arnautovic, de tout ça. Donc, mine de rien, on monte déjà un peu en standing et c'est déjà pas mal. Et au moins, mine de rien, alors, on est des supporters de l'Inter et ça c'est un truc important et c'est en rapport d'ailleurs un peu avec ce mercato et ça permet de conclure Loïc. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu cette sensation un peu de d'excitation, mais pas d'excitation parce qu'on est toujours excité par une nouvelle saison de foot, comme on l'a été après le Scudetto, comme on l'a été après la Ligue des Champions, mais combien de temps on n'a pas eu un peu cette excitation de se dire ah quand même il y a plein de trucs, il y a ce mec qui peut venir, il y a ce mec, on a un nouvel entraîneur, il peut faire ça, peut-être qu'il y aura un changement de système parce que mine de rien sous Inzaghi on n'avait pas eu un peu ce même niveau de d'excitation où on se dit oula bon Inzaghi arrive, quand on voyait le mercato commencer on se dit oula ça va dans un certain sens et autres. Là, il n'y a pas eu un peu, il y a aussi le secteur U23, enfin l'équipe de jeunes U23 qui arrive, un Pio Esposito qui va sûrement rester dans l'équipe aussi, Loïc. Donc, l'Inter, ça fait aussi plusieurs années qu'en tant que supporter de l'Inter, on n'a pas un peu vibré dans ce saut de l'inconnu, quoi. Oui, et puis encore une fois, c'est quand Antonio Conte décide de partir après avoir gagné le Scudetto et fait finale d'Europa, tu vois, on était tous un peu énervés, enfin un peu déçus parce que voilà, il avait réouvert un cycle victorieux et on prend Simone Inzaghi pas par défaut, mais pas loin. Tu vois, c'était moins, il y avait moins de hype autour d'Inzaghi, c'était un peu la solution. Bon. Ok, on prend Inzaghi, mais on aurait préféré qu'on reste. Et là, tu as l'impression que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que tu as Pivot qui arrive, c'est pas ultra excitant parce que effectivement, c'est pas le nom qui ressortait. Je pense que personne s'attendait au club à ce que Inzaghi s'en aille. Et puis en plus, c'était pas le premier nom qui ressortait puisque c'était Fabregas. Donc, tu as l'impression d'un choix un peu par défaut. Mais malgré tout, à chaque fois que s'ouvre un nouveau cycle, comme c'était le cas avec Inzaghi, bah, tu vois, on a eu du jeu. Par exemple, on a eu beaucoup plus de jeu que sous Conte. On a eu des joueurs qui se sont révélés. Il a quand même repositionné Mkhitaryan, on en parlait. Il a apporté un nouveau souffle en fait à cette équipe. Et là, tu as l'impression et t'aimerais que ce soit la même chose avec Stan Kivou, c'est-à-dire par rapport à l'utilisation des jeunes, par rapport à un peu plus de souplesse tactique peut-être aussi, par rapport effectivement au fait d'apporter un petit vent de fraîcheur à cette équipe qui, bah forcément, après un cycle de 4 ans, bon bah voilà, comme tu dis, t'étais peut-être un peu moins excité. Donc là, il y a ce côté nouveauté aussi qui est sympa, qui te donne envie de plonger un peu dans la saison prochaine, même si l'actuelle n'est pas terminée, puisqu'il y a encore la Coupe du Monde des clubs. Après, effectivement, on fera les comptes à la fin, on est tous pareils, et là, on a plein d'envie, on s'imagine, on fantasme plein de trucs. Après, c'est les résultats qui parleront, et puis on espère, on souhaite tous, je pense, on est tous derrière Christian Kivou de par son passé d'intéressiste et tout. On est tous aussi réalistes en sachant que pas un choix, c'est pas le choix numéro un et que c'est clairement pas le profil qu'on a été en droit d'attendre par rapport à une équipe deuxième de son championnat et finaliste de la Champions League. Mais voilà, c'est la réalité, c'est comme ça qu'est le foot à notre époque. Il y a des dominants et il y a des équipes entre guillemets qui sont un cran en dessous, dont on fait partie de ces équipes-là. Donc maintenant, il faut essayer surtout de bien travailler, tu vois, de pas faire n'importe quoi, justement, de bien sélectionner les hommes. C'est d'où l'intérêt effectivement de ce podcast aussi de faire un mercato idéal, mais un mercato idéal aussi sensé, réfléchi.
pas en disant tiens, on va prendre celui-ci, celui-là à je ne sais combien de millions d'euros, parce que un transfert foiré peut t'emmener dans le trou aussi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça de bien identifier les hommes. Donc bon, on a de la chance avec Marotta, avec Ausilio, d'avoir des gens qui ont prouvé par le passé qu'ils étaient doués là-dedans. Maintenant, faut espérer que marche bien, que la grève prenne, que les nouveaux s'intègrent bien, que les jeunes aient du temps de jeu, et puis que les sénateurs, enfin les cadres soient aussi à la hauteur, parce qu'on l'a dit, il y en a beaucoup qui n'ont pas été au top de leur forme la saison passée. Et là, tu vois, une saison tu peux pardonner, deux saisons, tu vois, il va falloir remettre entre guillemets l'église au milieu du village pour certains. Mm. C'est ça, tu as bien raison, je partage ton avis sur ça, Loïc, et nous, on va se quitter sur ça, avec la Coupe du Monde des clubs dont on vous laissera profiter avec ce podcast. Et aussi, alors, dans les commentaires, dites-nous votre mercato idéal de votre côté. Pareil, quand même, de garder cette souci d'atteindre les objectifs du propriétaire avec les différents noms que vous pouvez nous proposer, même des noms voilà, qui sont pas dans le giron. Qui sont pas dans le giron Marotta, dans le giron aussi du Mercato qui a été évoqué. Donc, ça sera avec plaisir qu'on vous lira. Merci Loïc du coup d'avoir participé au podcast. Et du coup, j'imagine que tu seras réveillé dans la nuit de mardi à mercredi pour regarder ce Inter Monterrey. Oh oui, bien sûr, on sera là. Et oui, oui, les plus vaillants seront là, les moins vaillants le regarderont en replay le lendemain pour, pour récupérer de la feuille. Mais oui, ouais, déjà, franchement, de base, souci, enfin, avant que il y ait les rumeurs de départ d'Inzaghi, ce match, vraiment, j'allais pas me lever à 3 heures du matin pour lui. J'hésitais un peu pour River Plate. Mais là, pour River Plate, mon intérêt commence vraiment à monter fortement. Je me dis, peut-être, si je suis pas très fatigué la veille, on verra. Peut-être que ça vaudra le coup de regarder ça, mais au moins on sera devant le match contre les Urawa à 21 h ce jour-ci. Merci pour les auditeurs de nous avoir écoutés et on se retrouve pour un prochain podcast, un ultime même podcast plutôt de la saison. Ciao à tous!